Salut à vous tous, téléspectateurs de VOA. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre Patrick Muyaya, qui est venu ici dans le cadre du sommet Afrique-Amérique. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Eddy. Bienvenue à Washington, D.C. Merci. Nous savons que vous êtes venu ici dans le cadre de ces sommets, comme nous l'avons dit. Mais d'emblée, la question qui nous vient à l'esprit, c'est que aujourd'hui, à Bunagana, la population a marché, d'après ce que nous avons appris, pour soutenir les M23, pour demander que la paix revienne. Quelle est votre réaction? Écoutez, malheureusement, c'est des populations qui sont un peu prises en otage parce que les manifestations qui sont faites, c'est des manifestations qui sont organisées par les M23 avec de menaces des morts sur certains. C'est ce qui est fait d'ailleurs avec le groupe des journalistes, disons, de propagandistes proches du pouvoir de Kigali qui ont été conduits sur place dans l'objectif de carter, de créer un contre-narratif sur le véritable massacre qui s'y est produit il y a quelques jours. C'est de la manipulation. Et donc nous savons que le M23 est un mouvement terroriste qui ne veut pas souscrire au schéma de la paix qui a été convenu dans les différentes réunions, notamment au mini-sommet de Luanda, et qui veut aujourd'hui utiliser les populations, malheureusement, pour servir ses causes, et ça ne marchera pas. Mais les M23 annoncent vouloir pouvoir commencer à se désengager, mais demandent d'être entendus. Ils voudraient rencontrer... La question pour nous ne se pose pas en ces termes-là. La question, c'est qu'il y a un schéma qui a été convenu depuis plus de 6 mois maintenant que la crise a commencé, dans les différentes réunions. Il était question pour le M23 sans condition de déposer les armes et de se retirer. C'était la volonté exprimée par les chefs d'État au dernier mini-sommet de Luanda, mais parce qu'ils sont entêtés par le Rwanda, ils choisissent la voie qui est la leur et on verra ce qui en sera la suite. Mais ils veulent être entendus. Ils disent que... La question, vous ne pouvez pas penser être entendu lorsque vous ne voulez pas répondre à des conditions. Il faut peut-être nous rappeler que c'est en avril dernier, après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est, qu'il avait été convenu qu'il y ait un dialogue politique avec tous les groupes armés. C'est en ce moment-là que la M23 a choisi de reprendre la voie des armes pendant que nous étions déjà en train de dialoguer, pensant nous faire du chantage, pensant obtenir une prime à la violence qui lui donnerait une casquette particulière et qui l'amènerait à la table de discussion avec nous, le gouvernement. Nous avons dit non. Les conditions de dialogue avec le gouvernement de la République démocratique du Congo sont bien connues. Retrait total des localités occupées, dépôt des armes, et on discute comme nous l'avions fait avec tous les autres groupes armés. Mais déjà, plus d'une semaine s'est passée depuis que ce qu'on peut appeler l'ultimatum qui leur a été donné ne marche pas. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, ce n'est pas que l'ultimatum ne marche pas, parce que l'alternative au non-désarmement, au non-retrait du M23, c'était des opérations militaires. Et vous avez vu que les contingents kenyans ont fini de se déployer. Il y a des plans opérationnels qui sont en cours. Les militaires sont en train de faire leur travail. Les moments venus, ils interviendront, vu qu'il n'y a clairement pas de volonté de souscrire au schéma de la paix, suivant ce qui avait été convenu. Après les mini-sommets de Luanda, il était prévu une évaluation, une réunion d'évaluation de tous ces chefs d'État. Il est probable que cette réunion se tienne ici à Washington et cette question-là sera abordée et on verra la suite qui en sera réservée. Avec les M23 ou sans les M23? Le M23 n'a jamais participé à ces discussions. C'est le Rwanda qui parle au nom du M23. Certains groupes armés ont été à Nairobi, certains autres ne l'ont pas été. Bon, le gouvernement semble privilégier les M23 qui faire des... Nous ne privilégions pas les M23, au contraire. Si nous privilégions les M23, nous n'en serions pas aux questions que vous me posez ici. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment avec les autres groupes armés. En tout cas, on a voulu que les réunions qui ont eu lieu à Nairobi soient les réunions les plus inclusives possibles. Ils étaient là, ils se sont exprimés, sous la facilitation d'ailleurs du président Kenyatta. Leur message a été entendu. On a convenu d'un certain nombre de choses et nous le ferons parce que ce que nous voulons, c'est le retour à la paix et les groupes armés se sont engagés au retour de la paix. La question, c'est que, à part les M23, qu'est-ce que vous faites des groupes armés qui n'étaient pas à Nairobi? Bon, écoutez, les groupes armés qui n'étaient pas à Nairobi, lesquels? De toute évidence, qu'ils aient eu ou pas été à Nairobi, le schéma est tout simple. Pour les groupes armés, on a dit, on va faire un programme des DDRCS, donc désarmement, démobilisation. On va les
voir comment le retourner dans la vie sociale, mais il n'est plus question que l'Est de la République démocratique du Congo soit les terreaux où on utilise les armes et la violence. C'est ce que nous devons bannir et les groupes armés se sont engagés pour cela. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé la semaine dernière le président Paul Kagame pour lui demander de cesser tout soutien au M23. Aujourd'hui, demain, le sommet Afrique-Amérique commence. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Bon, écoutez, sur le soutien du Rwanda au M23, ça apparaît désormais comme né sur les visages. Nous avons publié, avant d'arriver ici à Washington, un livre blanc où nous avons documenté les différents crimes qui ont été commis par les RDF et nous avions accompagné notre argumentaire par des preuves, des images satellites, vidéos, des déclarations, des tenues, des militaires qui ont été arrêtés sur le front. Nous venons ici pour parler justement aussi de paix avec le gouvernement américain et nous pensons que la question de Grand Lac est une des questions qui pourra être abordée et nous espérons que cette fois-ci le président Kagame entendra raison pour cesser de continuer au XXIe siècle d'être celui qui pense que la violence est la stratégie qui doit permettre à son pays de continuer d'avancer. Vous avez suivi le président Paul Kagame du Rwanda il y a une semaine et puis il y a quelques jours, il y a le ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta qui a aussi tweeté. Quelle est votre réaction? Bon, écoutez, je n'ai pas lu les tweets du ministre Biruta. Bon, le président rwandais, je ne sais pas de quelles déclarations vous parlez. Si c'est des déclarations où il fait l'apologie de la violence, il a mal choisi de l'époque. On n'est plus à l'époque des guerres de conquête qui rappellent malheureusement des personnalités qui ne sont pas très illustres dans l'histoire. Je m'épargnerai de lister leurs noms. Mais j'ai aussi entendu dire qu'il parlait des élections en République démocratique du Congo. Je lui avais déjà répondu pour dire qu'il n'avait pas de qualité pour parler d'élections. Il n'a aucun passé démocratique. Le passé qu'il a, et c'est ce qui démontre jusqu'à aujourd'hui, c'est un passé des violences. Aujourd'hui, il serait souhaitable qu'au Rwanda, qu'on commence à parler des démocraties, qu'on commence à parler des libertés de manifester, et puis plus tard, on pourra discuter des élections avec lui. En tout cas, nous continuons à penser que l'attitude du président Kagame est une attitude qui, aujourd'hui, met à mal les intérêts du peuple rwandais, notamment avec le peuple congolais, avec qui il y a un besoin de coopérer, de collaborer dans la paix pour l'émergence de notre sous-région. Il faut qu'il change de logiciel pour permettre aux jeunes Rwandais d'être plus expressifs, d'être plus libres comme le sont les jeunes Congolais. Le ministre Vincent Biruta reproche à la communauté internationale et même aux États-Unis de ne voir qu'un seul côté de ces problèmes. Bon, écoutez, les véritables problèmes, c'est que le Rwanda a toujours un disque rayé qui est démodé. Il y a deux discours qui nous tiennent. Il nous parle de la question des FDLR, mais dans le livre blanc, nous avons démontré que les FDLR, et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, ça date de 28 ans depuis les génocides de 1994, donc la majeure partie des forces de l'époque sont de la même génération que le président Kagame. Alors, pensez-vous que 28 ans après, ils disposent des mêmes moyens de combat, de mêmes capacités opérationnelles? Clairement non. Aujourd'hui, il est établi que nous, République démocratique du Congo, par vagues successives, nous avons combattu les M23 seuls et parfois avec le RDF. Souvenez-vous de l'épisode du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe qui a même perdu son poste plus tard parce que le président Kabila avait obtenu du gouvernement rwandais qu'il y ait des opérations conjointes. Aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est des forces résiduelles qui menacent d'abord, qui représentent d'abord une insécurité pour les populations congolaises. Les FDLR ne sont pas en mesure aujourd'hui de représenter une menace pour le pouvoir du président Kagame. Ils sont une menace pour nos populations et nous les traitons comme forces négatives qui doivent absolument déposer les armes et rentrer chez eux au Rwanda pour que le problème rwando-rwandais puisse être réglé chez eux. Parce que nous, c'est un peu fatigant qu'après 28 ans, nous continuons à payer le prix d'un génocide rwandais où il n'y avait aucun Congolais qui n'avait été impliqué et où la communauté internationale a été passif. Et aujourd'hui, il faut bien que toutes les forces, notamment au niveau de la communauté internationale, s'organisent pour que la paix revienne chez nous. L'autre argumentaire, c'est les discours ségrégationnistes qui est tenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo, vous le savez, est un pays qui a 450 ethnies. Et donc, nous ne sommes pas dans une relation de dualité comme c'est le cas avec les deux communautés au Rwanda. Et donc, les discours ségrégationnistes tenus par le président Kagame qui se présente comme les protecteurs de Tutsi partout où il se trouve est un discours qui, au contraire, cherche à créer la division au sein de la population congolaise. Et pour cela, le président de la République s'est déjà 1000 fois prononcé pour dire qu'il est hors de question pour nous de tomber dans une quelconque forme de stigmatisation. La République démocratique du Congo est un pays qui tient à sa diversité parce que c'est de cette diversité que nous tirons notre grandeur. Et donc, on ne peut pas
laisser prospérer ces discours parce que sous prétexte de protéger d'un génocide, il y a un génocide qui ne dit pas son nom, qui est en train de se commettre. Ce qui s'est passé à Kichiché, avec notamment des centaines des compatriotes Hutus qui ont été assassinés froidement par des gens qui parlaient anglais et qui sont venus dans le seul objectif de tuer, c'est des violences qui devraient, à mon avis aujourd'hui, susciter encore plus des réactions et d'attention de la part de la communauté internationale. C'est cela le problème. Les véritables problèmes, cher Eddy, ce n'est pas les fameux discours imaginaires xénophobes dont le Rwanda nous reprocherait, ou encore une présence des FDLR qui ne sont en rien en mesure de perturber le pouvoir rwandais, mais c'est plutôt l'agression rwandaise qui cache les velléités expansionnistes et des volontés des pillages du président rwandais, comme il a toujours fait depuis les 25 années dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parlant de Kichiché, autant que le gouvernement dit avoir de preuves ou capturer des militaires rwandais, autant les M23 et même le Rwanda disent qu'ils ont aussi capturé des gens qui, en fait, du côté congolais, l'armée congolaise qui ont perpétré ces massacres, autant ils disent avoir de preuves que vous... Je suis désolé, je n'ai pas de culture ni le temps de répondre aux terroristes du M23. Mais ici, il faut vous fier, par exemple, au rapport qui a été fait par le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. C'était une expédition punitive. Ils sont venus dans le seul objectif de tuer les populations qui ne veulent pas rester sous occupation du M23. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de chercher à pérorer à gauche ou à droite, alors que les faits sont établis. Pourquoi Kichiché aujourd'hui, même les enquêteurs des Nations Unies n'y ont pas accès? Pourquoi organiser à Kichiché une visite guidée des journalistes qui viennent, manu militari, transportés par des services rwandais, amenés sur place des populations qui sont menacées pour donner des faux témoignages? Nous avons tous les rapports et d'ailleurs mon cabinet a communiqué à ces propos aujourd'hui. C'est de la barbarie qui continue. Je pense qu'aujourd'hui, la seule option possible pour le retour de la paix dans cette partie du pays, c'est le retrait sans condition du M23 et le respect de ce que nous avons convenu au mini-sommet de Luanda, pour ce qui concerne en tout cas la partie rwandaise. L'insécurité, c'est aussi dans l'Ouest. Depuis plus de 6 mois maintenant, dans le Kwamotu, à Bagata, dans le Kwilu, on parle de tueries qui continuent. En fait, le gouvernement a annoncé quelques actions, mais rien ne semble changer. Qu'est-ce que le gouvernement pense faire ou bon, la situation d'aujourd'hui, elle est différente de celle qu'elle était il y a quelques mois. Aujourd'hui, les grandes menaces ont été contenues parce qu'il y a eu un déploiement de forces armées et de la police. Maintenant, c'est des groupes résiduels qui se cachent et qui excellent maintenant dans l'attaque des embarcations sur le fleuve et dans des opérations de petite criminalité à gauche, à droite, qui malheureusement créent de morts d'hommes. Aujourd'hui, il y a un déploiement policier sur place. Il y a des militaires qui sont sur place, mais parallèlement, il y a des efforts, notamment en termes des discussions avec les différents chefs traditionnels pour voir comment on règle les problèmes. Mais les méthodes utilisées, la présence de certains types d'armes et les informations que nous avons recueillies attestent de l'existence d'une main noire et les enquêtes en cours pourront établir le moment venu. Parce qu'il est clair qu'il y a une volonté de déstabilisation de la République démocratique du Congo qui fait plutôt des bons et des progrès économiques considérables et qui s'est inscrit aujourd'hui, par exemple, avec la loi de programmation militaire dans la réforme de ces services de sécurité. Il y a clairement une volonté qui vise à saboter ces efforts pour nous permettre de nous réapproprier que ce soit notre sécurité, que ce soit notre économie. Cette insécurité a atteint les portes de Kinshasa, mais ajouter à cela une forme d'insécurité urbaine, ce qu'on appelle Kuluna. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour mettre fin à ça? Bon, écoutez, sur ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, dans un des conseils de ministres, la ministre de la Justice a proposé un plan où on fera de procès en chambre foraine pour permettre que ceux qui pensent que la violence est une forme d'exigence ou est une forme de stratégie pour répondre aux besoins sociaux vont déchanter. Il y a évidemment cette violence qui trouve aussi malheureusement un socle dans la pauvreté ou dans l'inactivité. Aujourd'hui, vous voyez par exemple que pour certains, ils sont récupérés par les services nationaux, recyclés. Aujourd'hui, ils contribuent à l'œuvre de la reconstruction. Sur ce qui concerne les phénomènes Kuluna, les instructions sont très claires et la police a été récemment dotée de plus
de moyens pour être en mesure de le poursuivre parce que tout acte de criminalité doit être sévèrement reprimé. Mais pour ceux qui peuvent, ils pourront être recyclés à travers les services nationaux pour être sûr qu'au-delà de ce qu'on appellera la riposte policière, de l'encadrement policier, mais qu'il y ait aussi des alternatives qui permettent d'avoir une réponse sociale pour régler les problèmes de ces différentes populations. Avec toute cette insécurité, on est à un an d'échéance électorale. Est-ce que le gouvernement pourra tenir cette... Bon, écoutez, le président de la République l'a dit au cours de son adresse au Congrès que 2023 sera essentiellement une question électorale. Les contraintes qui ont été soulevées, en réalité, c'est des contraintes qui ne relèvent pas simplement du gouvernement parce qu'il y a des contraintes qui peuvent être d'ordre légal qui concernent le Parlement ou de contraintes qui peuvent être concerner les autres parties prenantes. Parce que les élections, ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous. Mais pour ce qui concerne les contraintes financières, comme le président l'a dit, le gouvernement va financer à 100% le processus électoral. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. L'enrôlement va commencer bientôt et il y a déjà 90% de moyens qui étaient attendus pour l'exercice en cours qui ont été donnés. Les restes sera aussi donné. Nous, on n'a pas d'inquiétude de ce côté-là, mais il y a évidemment une inquiétude au plan sécuritaire pour laquelle la communauté internationale qui a réagi à travers le communiqué des 16 représentations diplomatiques, devrait continuer à s'impliquer davantage pour permettre à nos populations aujourd'hui qui sont déplacées de Rutshuru de retourner chez eux, pour permettre au matériel qui a été pillé par les M23 et détruit par leurs complices d'être réinstallé, de sorte que pendant l'enrôlement prévu pour cette ère opérationnelle, nos compatriotes sont en mesure de s'enrôler maintenant et de voter les moments venus. Pour nous, il est hors de question de négocier avec les délais électoraux. Notre démocratie qui a besoin d'être consolidée les sera. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici à Washington. Ne va-t-on pas vers le même cas de figure qu'en 2018? Il y avait l'histoire de Yumbi dans l'ouest, maintenant c'est Kwamouth dans l'est. C'était presque la même situation géographique. Hein. Ben, écoutez, c'est des situations qui sont créées. Par exemple, ce qui se passe dans l'Est, c'est clairement établi que c'est le Rwanda qui le fait. Aujourd'hui, tous les rapports l'attestent. Et donc, il y a une volonté délibérée pour eux de perturber le fonctionnement régulier des institutions en République démocratique du Congo, parce qu'il y a une crainte avec la stratégie politique du président Tshisekedi qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo de jouer pleinement son rôle dans les concerts des nations et qui gêne certains qui ont pu se construire une image parce qu'il y avait de la violence ou il y avait comme une forme d'absence de la RDC. C'est tout cela qui dérange, mais nous, on va tenir compte de nos obligations constitutionnelles, de tenir, qui rencontrent d'ailleurs notre conviction, d'organiser ces élections, mais il faut aussi qu'on s'assure que ces élections s'organisent de manière inclusive pour que tous les Congolais qui peuvent voter puissent le faire. Il faut éviter cette forme de balkanisation électorale que malheureusement la stratégie du Rwanda cherche à nous imposer, mais nous allons y travailler pour que cela ne se passe pas. Donc Kwamouth et Bunagana peuvent espérer avoir des élections. En tout cas, parce qu'il y a un plan qui a été convenu au mini-sommet de Luanda, si les choses doivent être faites suivant ce qui avait été convenu et que le Rwanda ne continue pas dans sa stratégie claire d'apporter la déstabilisation ou d'interférer dans le processus électoral en République démocratique du Congo, tout devrait se passer normalement et les Congolais de partout où ils se trouvent devraient voter, y compris ceux qui sont aux États-Unis. À part cette question d'insécurité, qu'est-ce que Kinshasa attend du sommet Afrique-États-Unis? Bon, il y a plusieurs questions. La question principale pour nous, c'est la question de l'insécurité, mais il y a la question climatique. Vous savez que nous sommes un pays solution et qu'aujourd'hui, les États-Unis en tête des pays qui doivent payer aux pays comme la RDC pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme apport dans l'humanité. Il y a cette question, mais il y a cette question de la sécurité alimentaire, il y a ces questions liées à la santé, il y a ces questions de l'apport de la diaspora. Il y a bien des sujets que nous voudrons bien discuter avec le gouvernement américain pour être sûr que le partenariat que nous avons avec les États-Unis nous permette de régler durablement nos problèmes et nous permette d'avoir un peu plus d'échanges, un peu plus de partage dans un contexte où il y a une influence chinoise ou une influence russe qui croît en Afrique. Il est important que les Américains définissent clairement ce qu'ils peuvent faire avec les pays africains en regardant évidemment le pays africain en fonction
de ce que nous avons comme potentialité, mais en fonction de notre histoire et de notre contexte. Parce que les relations qui se basent sur des caricatures à partir de Washington, parfois, atteignent leurs limites et ne permettent pas au partenariat États-Unis-Afrique d'éclore. L'occasion que le président Biden a voulu offrir aux chefs d'État africains, c'est une occasion propice qui va permettre de faire une redéfinition globale des réactions de la relation sur le point que j'ai spécifié bientôt. Et déjà, on accueille favorablement l'idée du président Biden de faire le plaidoyer pour que l'Afrique soit représentée au G20 de pays le plus industrialisés pour être sûr que nous participons aux grandes décisions du monde. Ce serait justice. Vendredi dernier, il y a eu le procès en appel de l'avocat Terry Collingsworth sur les enfants qui travaillent dans les mines. Vous êtes ici, je voudrais bien que vous réagissiez un peu à ça. Bon, écoutez, sur la question des enfants dans les mines, d'abord, c'est une réalité qu'on a trouvée. Malheureusement, c'est l'effet pervers dans des zones minières où les enfants sont malheureusement employés là-bas plutôt que d'aller à l'école. Et je sais que nous avons fait beaucoup de progrès sur le sujet parce que nous travaillons étroitement. D'ailleurs, avec les gouvernements américains, il y avait une sous-secrétaire qui a séjourné à Kinshasa pour parler de ces questions. La ministre des Mines vient souvent ici pour discuter sur ces sujets-là. Nous considérons qu'il est hors de question que les enfants continuent de travailler dans ces conditions et nous assurons que les enfants sortent. En tout cas, dans les mines, la place des enfants, c'est pas à l'école. C'est à l'école, c'est pas dans les mines. Et vous attendez quelque chose de ces compagnies comme Tesla et les autres grandes compagnies? Bon, écoutez, aujourd'hui, il est clair que Tesla utilise le cobalt congolais, sûrement acquis par des marchés chinois. Aujourd'hui, il y a un besoin parce que nous avons besoin aujourd'hui de régler les problèmes de nos populations. Vous suivez par exemple que nous sommes en train d'entrer dans une stratégie des chaînes de valeur avec la Zambie pour voir dans quelle mesure on peut assurer un contrôle à la fois sur le cobalt et les lithiums pour que nous puissions en tout cas peser de notre poids dans les marchés parce que très souvent nos mines sont exploitées mais nos populations n'en tirent pas profit. Si nous réussissons cette stratégie, nous aurons sûrement plus de moyens pour nous assurer que les enfants vont à l'école et que dans les circuits de la production minière, que cela respecte les droits humains, que cela corresponde aux standards américains. C'est un travail qui est en cours et nous espérons que nous allons y arriver. On est à la fin de ces programmes. Nous aurons sûrement l'occasion d'aborder d'autres sujets avec le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, M. Patrick Moyaya. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon séjour ici à Washington DC. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la prochaine.